Notre feu sacré aujourd'hui est Serge Roethly, l'homme aux semelles de vent. Avec sa femme, Nicole, qu'il appelle sa femme Volcan, ils ont parcouru à pied et à moto la planète entière. Pourquoi ont-ils voulu cette incroyable aventure? Pourquoi se sont-ils battus jour après jour? Après quel idéal couraient-ils? Bonjour Serge. Salut Viviane, comment ça va? Formidable, regarde comme on est entouré de beauté dans ces montagnes auprès de ce lac. Je crois que, il faut le dire, c'est un plaisir de pouvoir t'accueillir ici parce que Champey en Valais, c'est non seulement un coin que j'aime beaucoup parce que je suis guide de haute montagne, mais c'est tout l'amour des Alpes qui fait qu'on se rencontre ici à Champey, quoi. La planète est son terrain de jeu favori, les kilomètres à pied, sa façon à lui de relever tous les défis. Au pas de course, Serge Roethly, 52 ans, a déjà traversé presque tous les pays du monde. 10 ans d'expédition à travers les continents, 75 000 km parcourus, le jogger globetrotter a fait de sa vie une aventure de chaque instant, à mi-chemin entre le rêve et la plus pure des folies. Qu'est-ce qui est fou? C'est de se lever tous les matins à 6 h pour aller à l'usine et puis en sortir à 17 h? Ou bien partir et vivre autre chose? Qu'est-ce qui est le plus fou? C'est quelqu'un qui a décidé de quitter ce qu'il avait ici pour aller voir ce qui se passait ailleurs, quoi. Puis ça, c'est pas comme ça pour tout le monde, quoi. 6 fois champion suisse et sélectionné pour les JO de Montréal, Serge Roethly a démarré sa carrière dans la boxe. Mais c'est dans la course à pied que le personnage se révèle à lui-même. Montagnard dans l'âme, Roethly s'attaque d'abord à la traversée des Alpes suisses par 12 cols, puis parcourt plus de 10 000 km à travers l'Europe, de Gibraltar au Cap Nord. D'un sommet à l'autre, l'ascension de Roethly est en marche. Son parcours de vie, je trouve qu'il est basé principalement sur l'envie de faire un peu différemment de tout le monde. Au début des années 90, Serge, déjà père de 2 enfants, amorce le plus grand tournant de sa vie. Accompagné par Nicole, sa deuxième femme, l'aventurier décide de mettre sa passion au service des plus défavorisés. 8 ans durant, le couple traversera à pied les 5 continents pour récolter au final plusieurs centaines de milliers de francs. Exploits sportifs, défis humains, les Roethly vont au bout de leurs rêves. Chapeau bas d'avoir mis toute cette énergie dans ce à quoi il croyait et de l'avoir mené à terme. Pour moi, c'est pas un héros. C'est juste quelqu'un qui a eu le courage de suivre son rêve. Je trouve que c'est déjà pas mal. Quel petit garçon étais-tu? Comme petit garçon, j'étais un peu canaillou, quoi. J'étais un petit peu espiègle, un petit peu frondeur, et peut-être j'avais déjà cette essence qui fait que j'ai toujours envie de sortir des sentiers battus et de vivre un petit peu plus libre que la moyenne de mes concitoyens. J'étais turbulent et l'école, c'était pas fait pour moi. Moi, je passais l'école en regardant par la fenêtre, quoi. Tu rêvais d'un ailleurs déjà? Probablement, oui. J'étais peut-être un peu difficile pour mes parents qui rêvent d'un petit enfant qui suit la filière normale, qui assure le minimum. Alors moi, j'étais dans les extrêmes, j'étais dans les excès peut-être. Puis en même temps, j'étais un petit garçon certainement adorable, pétant de vie, malicieux, qui courait partout, qui était toujours d'accord de jouer les 400 coups de la vie, quoi. Donc, je crois que j'ai toujours eu un peu les deux côtés, quoi. Tu as découvert ensuite le sport, à l'adolescence, je crois. J'avais un frère, j'ai qu'un seul frère. Et puis à 15 ans et demi, il m'a amené dans une salle de boxe où je lui ai dit « Mais qu'est-ce que je viens foutre dans une salle de boxe? Je suis chétif, je tombe dans les pommes facilement, j'aime pas la boxe, les gens qui se tapent dessus, qu'est-ce que je viens faire là-dedans ?» Il m'a dit « Tu verras, on est une chouette équipe de copains, ça te fera du bien, ça te fera faire de l'exercice. » Et puis comme j'avais une foi inébranlable en ce que me disait mon grand frère, parce que c'était mon exemple, je suis allé dans cette salle de boxe. Et là, j'ai pas rencontré la boxe, j'ai rencontré la première fois quelqu'un qui a marqué ma vie et qui est encore empreint en moi dans ma vie, c'est un entraîneur. Et cet entraîneur, André Espinoza, qui est un pied noir d'Algérie, il m'a apporté en 12 ans de boxe, on a collaboré ensemble, il m'a amené la capacité de passer de l'adolescence à l'âge adulte. Et j'ai toujours beaucoup de respect pour ça. Et la boxe a été un moyen. Alors, ça a été un moyen pourquoi? C'était un moyen de comprendre d'abord que je pouvais canaliser mon côté turbulent dans quelque chose qui est sportif, donc la boxe. C'est une école de vie extraordinairement dure parce que pour finir un match de boxe, il faut serrer les dents, quoi. Alors tu as, je crois, refusé de passer professionnel, hein, tu voulais rester amateur. Ah, malheureusement, si j'avais 20 ans. Parce qu'en fait, avec la maturité que j'ai maintenant, je prendrai ma licence professionnelle cet après-midi même. Mais c'est clair, quand on a 20 ans, on est peut-être un peu plus pur, au moins corrompu par la vie. Et je ne comprenais pas comment on pouvait faire du sport avec ses tripes et puis en même temps monnayer ça avec de l'argent. Et en fait, j'ai eu des propositions de professionnels, Jean Bretonnel à Paris, entre autres, qui entraînait Jean-Claude Boutier, qui a fait le championnat du monde avec Carlos Monzon. J'ai eu des propositions à Milan. Et moi, je n'arrivais pas
avant de monter un beau diable où il me trouvait l'appartement, le travail et tout, à condition de signer un contrat professionnel pour 2 ans ou 5 ans, j'avais peur de ça. Je n'étais pas mature pour sortir de la coquille, dire au revoir à mes parents, à mes amis, à mes copines. Et je faisais un faux calcul, mais j'avais 20 ans et je pense que c'était honnête à l'époque. Et encore maintenant, c'est un regret dans ma vie quelque part. J'aime aller au bout des choses et là, j'ai pas tout à fait été au bout, quoi. Alors, après la boxe, Serge, tu es passé tout à fait à autre chose, tu es passé à la montagne. Et je dirais que quand j'ai arrêté la boxe, j'avais déjà l'amour de la montagne qui vient de ma maman. Ma grand-maman. Ma grand-maman était une des premières pionnières dans les Alpes, où j'ai une photo de ma grand-maman qui était en Alpenstock, un grand bâton en bois avec une grande jupe sur un glacier à Saas-Fee. C'est magnifique, c'est une photo que j'aime beaucoup parce qu'elle fait partie des archives d'un autre siècle. Ma maman a fait des 4000 mètres à l'âge de 14 ans, 15 ans, et elle m'a apporté l'amour des montagnes. Donc un jour, quand j'ai vu que les possibilités en amateur étaient bouchées, j'ai créé la Fédération Suisse et j'ai dit, si vous ne me proposez pas un planning pour les Jeux Olympiques de Moscou en 1980, j'arrête la boxe, pas parce que j'ai envie d'arrêter, mais parce que je vais aller plus loin. Et s'il n'y a pas de possibilité d'aller plus loin, j'arrête et je serai guide de montagne. Et à l'âge de 27 ans, n'ayant pas reçu de proposition, j'ai arrêté. Et le lendemain, je me suis inscrit au cours d'aspirant guide de montagne. Et j'ai aimé être guide de montagne pendant 10 ans. Ça a occupé 12 mois sur 12 ma vie, quoi. C'est un challenge lui aussi, quoi. Parallèlement à tes activités sportives, tu as été éducateur bénévole. Oui, et ça, c'était une tranche de ma vie extraordinaire. Par mon bagage de vie, on m'a demandé de faire quelque chose pour des jeunes dans des foyers de toxicomanie, de la toxicomanie dure, de la délinquance dure, des gens qui n'ont pas le choix, quoi. Soit c'est l'overdose, soit c'est la prison, soit ils se prennent en charge. Alors moi, j'étais là pour le déclic. J'ai fait de la thérapie de choc et je leur ai mené la vie dure, hein. La survie pendue dans des corps, dans des endroits pas possibles, de dire maintenant, tu te shootes avec quelque chose que la société considère comme sain, ou bien tu crèves. Et j'ai aimé ça parce qu'en fait, c'est des gamins des rues qui ont mal tourné. Et moi, j'étais un peu le gamin qui aurait pu mal tourner. Donc je suis très proche de ces gens-là. Et ça a été une période extraordinairement riche en émotions, c'est clair. Alors de la boxe à la montagne, et de la montagne alors à la course à pied, c'est venu comment? La transition est jolie parce qu'elle s'est faite naturellement. Chez moi, il n'y a rien qui se décide un samedi matin, c'est pas un pari avec les copains. Je me suis rendu compte que les montagnes, c'est beau, mais on allait trop lentement pour moi. Donc j'ai commencé à trottiner sur des sentiers de forêt, des sentiers de cabane, et puis ça m'a ouvert les portes d'une liberté sans limite, celle que monsieur tout le monde ne peut pas faire. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de courir, quoi. Et puis la course, ça m'a ouvert un autre horizon. Près de 3 ans de course sur la plus longue route du monde, 24 115 km parcourus de Terre de Feu à l'Alaska, Serge à pied et Nicole en scooter, retour sur le premier défi titanesque du couple Rotely. De 94 à 97, ces deux-là se sont mis en tête de réussir ce que personne n'était parvenu à faire jusque-là, traverser l'Amérique de son point le plus au sud jusqu'à l'extrême nord. La première expédition, je ne savais pas où j'allais m'engager. On avait monté ce projet et c'est vrai que je pense que la première aventure, c'est quand même notre bébé, c'est celle qui nous a fait démarrer dans une nouvelle vie. Une nouvelle vie placée sous le signe d'une aventure à travers les continents. Après être parvenu à relever le défi américain, 2 ans plus tard, le couple Rotely remet ça pour un périple encore plus insensé, celui d'un tour du monde étalé sur 5 ans. Quelques chiffres suffisent à donner le vertige. 40 912 km parcourus, 64 paires de chaussures usées et l'équivalent pour Serge d'un marathon quotidien, 5 jours par semaine à 12 km/h de moyenne. Personne ne peut s'imaginer ce que c'est de courir 40-50 km 5 jours par semaine. Et c'est vrai qu'il n'y a que moi qui peux savoir ce que Serge a enduré. Et souvent, avec ma moto, je culpabilisais parce que moi, pour moi, c'était confortable, c'était quelque chose de facile. Et lui, je le voyais à côté, je ne veux pas dire souffrir vu que c'est un choix libre. Mais souvent, franchement, j'étais plus fatiguée de voir Serge courir que de moi conduire la moto, oui. Pendant près d'une décennie, le couple Rotely aura réuni sur toutes les routes de la planète une multitude de souvenirs inoubliables. De rencontres émouvantes avec les populations locales aux péripéties les plus folles, coups durs, dangers divers, Serge et Nicole n'oublieront pas non plus les quelques moments de ras-le-bol, voire de découragement. Le plus gros problème de ce tour du monde, ça a été quand même les maladies. Serge a quand même risqué de mourir 3 fois à cause des crises de paludisme. Il a quand même eu plusieurs tendinites, une crise de sciatique, un accident de camion. Mais je veux dire, ça fait partie intégrante de l'aventure. Parce que si ça n'existait pas, ça ne serait pas une aventure. Tu as commencé comment et tu as inventé ce concept comment? Le déclic
de la question que tu me poses, comment et pourquoi partir courir les routes du monde pendant 10 ans, c'est la rencontre de ma femme actuelle. Quand j'ai rencontré Nicole, je n'ai pas rencontré une femme, j'ai rencontré un volcan. Mais j'adore les volcans. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte qu'on voulait faire quelque chose de notre vie. Et c'est là qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors j'ouvre l'Atlas mondial un soir à la maison avec Nicole et puis je lui dis, moi j'ai un rêve un peu fou, c'est courir de Mexico à Fairbanks, Alaska, ça fait 10 000 km. Et puis Nicole me met le doigt là à Mexico, elle me dit, ouais mais c'est pas joli ça, c'est la carte, ça, c'est pas entier quoi. Et elle me dit, on fait tout ou on fait rien, donc elle met son doigt tout en bas, en Patagonie, au Cap Horn, et puis elle fait le doigt comme ça. Et j'ai dit, ouais mais on en prend au moins pour je sais pas combien d'années, et puis il y a au moins 20 000 km. Elle me dit, je m'en fous, on fait tout ou on fait rien. Et c'est comme ça qu'on a commencé à construire l'American Challenge, le défi américain. C'est une aventure extraordinaire. Ouais, je pense qu'on peut dire que c'est une belle aventure unique, quoi. On a mis 4 ans pour préparer le défi américain. On a vendu l'appartement, la voiture, la télévision, tout, mais vraiment tout ce qu'on avait. Et on n'avait tellement plus rien qu'on a réussi à partir. On nous disait qu'on n'y arriverait pas, qu'on irait mourir. Nous, quand on est parti pour le défi américain, on savait qu'on allait gagner. Parce que l'idée de l'abandon, ça n'existe pas. Quand vous choisissez quelque chose avec amour, avec honnêteté, puis que vous donnez les moyens de vivre votre passion, votre rêve, votre vie, il n'y a pas une histoire, il n'y a pas de notion d'abandon. On vit sa vie, puis on va jusqu'au bout des choses. Et après ce défi américain, on pourrait l'appeler, ouais. Alors tu es parti dans un autre grand périple. Parle-moi de ce grand périple. En fait, c'est assez incroyable. Ma femme, Nicole, le volcan, avec moi, quand on est arrivé à Fairbanks, après 24 115 km de la Terre de Feu en Alaska, 3 années, on s'est regardé. Et puis Nicole me dit, et si on recommençait? Et on a mis 2 ans, en fait, en 1998-1999 ou 98-99. Oui, on est resté 2 années en Suisse, où pendant ces 2 années, en fait, on savait qu'on continuerait à vivre de la même manière. Très vite, on a su qu'on ferait un tour du monde. Donc là, la stratégie a un peu changé. Alors, la préparation, là, elle est quand même beaucoup plus longue encore que pour courir les Amériques. Ah, pas du tout. Non. Les Amériques, on est parti de rien avec rien et personne ne vous croit. Quand vous dites que vous allez courir la plus longue route du monde avec une femme sur une bicyclette au début, puis après en scooter, personne ne vous croit. Tandis qu'après les Amériques, on avait un crédit incroyable. Donc tout le monde nous disait oui, ça va la faire. Alors Serge, 5 ans autour du monde, il doit se passer toutes sortes de choses. Ah, il s'en passe beaucoup de choses, ouais, beaucoup de choses. J'essaie d'imaginer juste une ou deux petites réflexions qui sont assez rigolotes. Je me souviens d'une femme dans le désert du Pérou qui n'a jamais été à l'école et puis qui voit arriver un coureur à pied tanné par l'air du soleil, une petite femme sur un scooter, puis qui ne comprend pas du tout ce qu'on fait, elle n'a jamais vu ça. Et puis qui me dit, après 10 minutes de réflexion où elle était silencieuse, elle s'éclaire d'un grand sourire, puis elle me dit « J'ai compris ce que vous faites ». Donc elle cherchait à comprendre ce qu'on faisait. Elle me dit « J'ai compris ce que vous faites. Monsieur, vous devez vraiment être très pauvre pour être obligé de voyager à pied. Je ne sais pas si vous savez, dans mon pays, les bus ne sont pas chers. » J'ai trouvé ça magnifique, parce que c'est toute la différence entre les pays pauvres et les pays riches. C'est une jolie anecdote. C'était très joli. Et je crois que tu as vécu un grand drame dans ta vie. En fait, j'ai eu Nicole qui est tombée dans un coma à Madagascar, donc j'ai cru qu'elle était morte, ma petite femme, donc ça a été très dur. Et elle garde toujours encore des séquelles 5 ans plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a été foudroyée par une crise de paludisme, malaria neurocérébrale, qui est endémique à Madagascar. Elle est revenue de son coma, mais elle a gardé des séquelles, des crises qui s'apparentent à de l'épilepsie. Donc elle tombe, elle est convulsive, elle crie, elle hurle. Et c'est pas grave au niveau de la vie et de la mort. Et bon, c'est un peu dur à porter. Encore maintenant, elle fait des cris chez nous. C'est une épreuve, oui. Ça a été quelque chose de très dur à gérer. Heureusement, elle est rentrée. Oui. Heureusement, vous êtes rentrés tous les deux. Vous êtes un couple fusionnel, un vrai. Sur la route, on l'était vraiment, oui. C'est un projet de couple. On l'a choisi séparément. Nicole a choisi de vivre de cette manière-là. Serge a choisi de vivre de cette manière-là. Et chacun avait un rôle très important à jouer pour que l'autre puisse faire sa partie sur un but commun. Chacun étant très fier, très pas orgueilleux, mais très fier, très humble et voulant réussir. On a mis chacun nos compétences pour un but commun qu'on a choisi chacun. Et on a été un excellent team sur la route, peut-être meilleur qu'un couple sur la route. Vous avez imaginé comment, à la fois les périples et puis le but de cette course.
qui est donc, j'allais dire, de joindre ce côté solidaire au côté sportif. On s'est dit, on va courir pour d'autres personnes qui en ont plus besoin que nous. Ça a été l'essence. Et tout de suite, on s'est dit, on va courir pour des enfants. Nous, les enfants, c'est notre futur, c'est la plus belle chose pour laquelle se battre, c'est les enfants, parce qu'ils iront plus loin que nous. Donc ça, c'était clair au départ. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour des enfants? Comment est-ce que tu as aidé les enfants? Comment ça s'est passé? On a aidé 3 projets principaux. Donc un premier, pendant la traversée de nos Amériques, qui était de Terre de Feu, l'Alaska, on a initié un programme d'enfants des rues en Colombie, oui, par le biais de l'association François-Xavier Bianou. En fait, ça a initié un programme d'enfants des rues en Colombie, à Barranquilla, au nord de la Colombie, où 200 orphelins vont à l'école, on prend soin affectivement d'eux, le plus important pour Nicole et pour moi, et ils vont à l'hôpital en cas de besoin. C'était une toute petite antenne de 10 orphelins, on l'a fait exploser à 200 avec l'argent récolté. Et ça continue? Grâce à notre fan club. Continue à les... Est-ce que cette antenne ça continue, c'est pérennisé par d'autres sources de financement actuellement, c'est clair. Ensuite, pendant le Tour du Monde, pendant les 5 ans et demi, on a supporté 2 projets principaux, un programme nutritionnel d'enfants en bas âge dans les pays d'Afrique de l'Ouest, par le biais de Terre des Hommes. Et maintenant, depuis plus de 6 ans, on soutient la plus belle histoire que je connaisse. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un chirurgien qui est basé en Alaska, qui va une fois par année avec son équipe médicale et tout le matériel dans un pays du tiers-monde et qui redonne gratuitement le cadeau de la vue. Et le Tour du Monde a permis de monter une mission au Costa Rica en juin 2004, où 592 personnes ont été opérées ou soignées gratuitement durant 17 jours. Et puis en fait, la plus belle histoire, c'est une petite fillette de 11 ans à la mission humanitaire au Costa Rica, où le chirurgien lui redonne le cadeau de la vue. Elle était aveugle suite à des infections répétées parce qu'elle n'avait pas les soins d'aller voir le médecin. Elle n'osait pas parce qu'elle n'avait jamais été à l'école, ses parents pauvres, blablabla. Et puis qui en fait, avec très peu de choses, elle a retrouvé la vue. 2 petites opérations laser de 2 minutes chacune, quelques sparadraps, des infections, et puis elle y voit clair comme toi et moi. Elle saute dans les bras du chirurgien, et puis elle résume toute la valeur de notre Tour du Monde. Elle dit, tu sais, c'est la première fois de ma vie que j'imagine pouvoir jouer avec mes copains et mes copines, et que je peux imaginer aller à l'école. Donc Nicole et toi, vous avez couru pour redonner la vue à ces enfants. Et la seule fois qu'on a arrêté de courir en 5 ans et demi de Tour du Monde, autre chose que pour régler des problèmes, c'est pour participer à cette mission au Costa Rica, où nous on n'est pas tout bib, rien du tout. Nicole a pris en charge les patients, elle est adorable. Les petites grand-mamans, les enfants, c'était touchant. Et puis moi, j'ai filmé toute la mission, et puis j'ai opéré comme traducteur espagnol-anglais. Donc on s'est rendu utile. Et de voir ça, c'est parmi les instants les plus forts de ma vie, de voir ces gens émus, pleurer, 300 personnes qui attendent. Tout ça parce que Forrest Gump, il a couru autour du monde. Bon, Serge, techniquement, comment récoltais-tu cet argent de la course? Alors j'ai bien compris qu'il y avait plein de solidarité autour de toi, plein de bonne volonté, qui avaient chacun leurs actions, mais comment techniquement tu récoltais de l'argent? Techniquement de 2 manières bien différentes, mais qui se rejoignent pour la récolte. En fait, nous on vendait via les médias, radio, télévision, journaux, 1 kilomètre pour un sourire d'enfant. Et par ce biais-là, on a vendu 2 ou 3 fois le défi américain en kilomètres, donc c'était magique. Et l'autre partie, c'est mon fan club, plusieurs centaines, voire quelques milliers de personnes dans le Tour du Monde en tout cas, qui en fait mettaient en place des actions de récolte de fonds. Soit un instituteur faisait courir ses gamins et récolter de l'argent, un couple qui s'est marié, vu que les aventures sont très longues, les gens ont le temps de se marier entre deux, mettait la récolte de leur mariage au profit de l'action humanitaire de Serge et Nicole, des ventes de branches de sapin de Noël. Oh, il y a plein de solidarité autour de toi. Donc, la solidarité magnifique de notre fan club, ainsi que via les médias, la vente d'1 kilomètre pour un sourire d'enfant. Le résultat final, c'est 450 000 francs récoltés pour des programmes d'enfants. C'est pas si mal en partant de rien du tout, en partant d'en dessous la barre. Et je voudrais te poser encore une autre question. Comment est-ce que vous avez raccroché à l'actualité, Nicole et toi? J'aimerais aborder la réponse un peu plus différemment que ça. Si on tient compte qu'on a fait 10 ans d'aventure au bon an mal an sur les routes du monde, eh bien on pourrait penser qu'on a complètement déconnecté puis qu'on n'arrive plus à revenir dans une société quelconque. Eh bien c'est exactement le contraire. Et là j'aimerais poser le doigt sur quelque chose que j'aime beaucoup. On n'a pas fait une aventure hors du temps. On a fait une aventure au milieu de la pulsation des humains, des femmes et des hommes de notre planète. On voulait comprendre la condition des enfants, on voulait comprendre la condition des femmes, des humains. On a ponctué notre tour du monde
de visites dans les hôpitaux, dans les dispensaires, dans les orphelinats pour gamins, dans les prisons pour adolescents, dans des conditions de femmes célibataires. Donc on est resté en contact avec ce qui se passe dans le monde et c'est ce qu'on voulait. Martigny, ses montagnes en plein cœur du Valais et sur la place du village, son tout nouveau commerce, le 40 912 Coffee. Depuis 2 ans qu'ils sont revenus de leur tour du monde, Serge et Nicole ont ouvert un café Croissanterie. Un café que le couple a voulu dans la lignée de leur périple sur les 5 continents, sorte de musée souvenir convivial où le client a toujours droit à sa petite histoire. Les petites notes personnelles de la maison du 40 912, c'est 2 choses. D'abord, la chose à laquelle je tiens le plus, c'est cette cafetière. Et on a fait 5 ans et 3 mois autour du monde en se faisant tous les jours le thé et le café avec cette bouillotte. Et puis la deuxième pièce à conviction, c'est une des 64 paires de chaussures que j'ai usées. Elle a fini sa vie à 26 577 km en Tasmanie. Et la Tasmanie, c'est le point le plus éloigné du tour du monde de Martigny. C'est un bar où il y a des histoires qui se racontent, des histoires qui se voient au mur. On a l'impression d'être là dans un résumé de ce périple autour du monde. On peut, en imagination, se trouver en Tasmanie, en Pérou ou ailleurs. Pendant que Serge joue les relations publiques, derrière son comptoir, Nicole, elle, s'affaire sur des activités beaucoup moins lyriques. Service, préparation, commande, aujourd'hui la jeune femme gère quasiment toute seule l'établissement. Une véritable nouvelle vie. Ça change du tour du monde là, Nicole? Ah oui, là c'est une autre façon de courir. Franchement, le jour que j'arriverai à 40 912 km de course dans ce room, j'arrête. Et du coup, quand vous êtes derrière ce comptoir, ça vous arrive pas d'avoir la nostalgie de ces voyages, de cette liberté, de ces grands espaces? Non, pour le moment pas, parce que je m'investis tellement dans ce projet que je peux pas me permettre de penser à autre chose. Serge aussi ne pense pas à autre chose, mais lui, ce qui l'anime par-dessus tout, reste de faire partager ses aventures au plus grand nombre. Alors impossible de quitter le Coffee sans une dernière anecdote. Voilà ça c'est un des best-of qu'on a, ça a été pris en scène, c'est tiré d'une banque vidéo. On a été invité chez un paysan à Madagascar et voyant que j'étais passionné de petites bestioles où j'ai passé l'après-midi à filmer ces caméléons, il m'a dit si tu veux, j'ai un boa constrictor, il fait 5 mètres de long, il est derrière ma maison, je peux te le mettre dans les bras et ta femme peut faire des photos. Il me met le serpent dans les bras, je tenais sa tête de la main gauche et en faisant cet effort du bras droit, je pense que j'ai crispé la main gauche et il s'est senti strangulé et en fait il m'a attaqué à une vitesse phénoménale, un millième de seconde, il m'a fait 2 trous, un ici dans la paupière et un au-dessus des sourcils. C'est tellement passionnant de découvrir en même temps que lui des choses qu'on aimerait découvrir soi-même. C'est tellement irréel qu'on a de la peine à croire que ça puisse exister une telle aventure. Dis-moi Serge, alors, tes projets, ta vie de tous les jours aujourd'hui, en dehors du café croissant? En fait, depuis 2 ans qu'on est rentré de cette fabuleuse aventure humaine en couple autour du monde, je passe mon temps en conférence avec un film, la promotion de nos livres, des exposés en entreprise, mon fabuleux métier de guide de haute montagne où je suis souvent en altitude. Ah oui, et évidemment le café Croissanterie qui est tout nouveau, quoi. Alors ta vie de tous les jours donc aujourd'hui est très pleine, on l'a compris. Et quels sont tes rêves aujourd'hui? Quels sont tes projets? Quand on vit avec la passion à fleur de peau et les émotions, les sentiments, il arrive toujours quelque chose qui vient vous bousculer. Donc projeter déjà dans 20 ans ce que sera ma vie, je n'ai pas envie de le savoir maintenant. Je crois vivre l'instant présent, c'est la plus belle chose que j'ai. Moi, la plus belle vie du monde, c'est ici, assis sur ce banc, à Champais, aujourd'hui. Enfin, c'est le moment unique qu'on partage maintenant. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui t'écoutent, qui t'ont regardé? Qu'est-ce que tu voudrais leur transmettre? Peut-être une réflexion plus qu'un message, mais dans 10 ans de course à pied autour du monde, j'ai transpiré ce que je vais dire et j'y crois fortement. Dans la vie, on ne réussit pas de grandes choses. On peut juste essayer de bien faire les petites choses, pas à pas, kilomètre après kilomètre, marathon après marathon, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois,
année après année. Et ça, c'est très important. Merci Serge, merci d'avoir partagé ce bonheur, d'avoir partagé ces convictions, d'avoir partagé cette force, d'avoir partagé ces soleils. Merci Alors, beaucoup. merci à toi, merci de ce beau moment dans cette nature magnifique. Et puis, bonne route. À tout bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.